Bonjour et bienvenue sur Marqueur, votre podcast 100% marketing durable, car je suis convaincue que le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé des entreprises. Le marketing est au cœur de l'entreprise avec la proposition de valeur, de produits ou services, et gérer des projets marketing avec le cœur nous emmène plus loin dans la formulation d'une offre qui fait sens aussi bien pour vos clients que pour vos collaborateurs. Je m'appelle Diane Cantan et après plus de 20 ans en marketing et communication digitale, j'ai décidé de partager ces convictions en réalisant des épisodes en solo ou avec des invités où j'aborde les différents sujets de marketing durable, communication responsable, numérique responsable et plus largement des enjeux liés à la RSE. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi au festival Numérique en Lumière, organisé par Bella Lotto et son association Point de Mire, qui s'est déroulé en novembre 2025. 2 jours intenses, puissants, parfois dérangeants, mais absolument nécessaires pour comprendre ce que cache réellement notre dépendance au numérique. Parce qu'avant le marketing, avant les beaux produits, avant les services fluides, il y a des matières, des mains, des vies. Et ce festival, c'est exactement ça, mettre de la lumière là où notre confort digital préfère souvent l'ombre. Pendant 2 jours, nous avons enchaîné 8 films documentaires, suivis de débats, de tables rondes, de témoignages humains bouleversants et aussi d'analyses géopolitiques qui nous obligent à repenser notre rapport aux technologies. Alors, je vous propose de revivre cet événement, comme si vous y étiez, en immersion, et puis avec quelques témoignages de participants, des organisateurs ou réalisateurs. Alors, dès le matin, l'ambiance est donnée avec un petit bijou de court-métrage, le Family Dinner, un peu façon Black Mirror, que je vous laisserai découvrir en version anglaise ou version française. Et c'est un message fort sur les droits sociaux des enfants en Afrique. Un dîner de famille finalement assez classique, comme on en profite tous, sauf qu'un agent type Matrix ou FBI sonne à la porte et réclame les enfants de la famille pour travailler dans les mines en Afrique, en tant que grands consommateurs de cobalt. En effet, plus de 40 000 enfants travaillent dans les mines en République démocratique du Congo, dans des conditions dangereuses, alors que les États, les entreprises et les consommateurs continuent de fermer les yeux. Je vous propose d'écouter les coulisses de production par Anouk, qui est la co-réalisatrice de ce court-métrage. Bella, donc présidente de Point de Mire, m'a dit ça serait super si tu avais une idée pour faire un espèce de petit court-métrage ou une petite anti-pub en fait, à projeter au festival Numérique en Lumière. Plus ou moins juste ça, ce qu'elle a dit. Évidemment, mais je connais le thème de Point de Mire et je sais évidemment quels étaient les films et un peu les thèmes de la fin de vie ou de l'utilisation, etc. Et du coup, avec mon co-réalisateur, avec qui on a déjà fait un autre film avant, on s'est un peu brainstormé. Et on s'est demandé qu'est-ce qui était en fait un peu la chose la plus accessible, mais qui choque quand même dans tout ça. C'est-à-dire que par exemple quand on parle d'écologie dans le numérique ou de pollution, c'est assez éloigné. Enfin, les gens, je pense que l'empathie, elle est moins engagée chez les gens, malheureusement. Et du coup, on s'est dit, bon, le fait qu'il y ait des enfants qui travaillent dans les mines, aussi sur l'assemblage, mais un peu partout, c'est vraiment tellement choquant que je pense que ça peut vraiment toucher énormément de personnes en même temps. Du coup, c'est ça qu'on a décidé de faire, un truc sur le travail des enfants dans les mines en RDC. On s'est dit, et qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un venait chercher des enfants blancs, quoi. Parce que du coup, évidemment, c'est très loin de nous, parce que tout se passe en RDC, en Asie, aujourd'hui on a vu en Amérique latine, mais jamais vraiment mis dans un contexte occidental. Du coup, on s'est dit, oui, c'est ça l'idée. Quelqu'un vient chercher des enfants qui, d'ailleurs, sont complètement innocents, probablement aussi, mais qui vivent juste dans cette société de consommation totale. Et du coup, au début, on voit donc un peu cette famille qui utilise beaucoup de choses IA, qui a du coup le feu de cheminée sur la télé, qui a un petit robot aspirateur, mais qui se soucie pas du tout de ce qu'il y a derrière, en fait. Du coup,
Après, il y a un homme qui vient chercher donc les enfants pour les faire travailler dans les mines. C'était un peu Matrix. Ouais, on s'est inspiré de ça. Mais très vite, en fait, on s'est rendu compte que c'était peut-être plus impactant de faire ça en mode presque film d'horreur, un peu thriller, et du coup d'aller plutôt justement dans le côté Black Mirror, dystopique. Du coup, la musique, elle a été composée par personnes avec qui on travaille souvent. Et je sais pas si tu as remarqué, mais du coup, à la fin, il y a des bruits même de mines. C'est sympa aussi d'avoir un contraste très aigu, parce que du coup, le monde son est très grave. Dans toute l'industrie numérique, c'est de l'exploitation totale de tous les ouvriers et ouvrières. Des enfants, mais aussi de vraiment tout le monde finalement, à part les consommateurs et les grandes industries. Alors après ce court-métrage et le mot de bienvenue de Bella, eh bien on a visionné la vidéo de Behind the Screens, réalisée par Fairphone et Waterbeer en 2023. C'était une bonne introduction pour évoquer le cycle de vie, les chaînes d'approvisionnement et la nécessité d'un numérique plus juste. Cette vidéo de 10 minutes, elle est aussi disponible en accès libre sur YouTube, donc je vous la mettrai, tout comme le Family Dinner, dans le descriptif de l'épisode. Et on parle beaucoup de numérique propre, mais la réalité, c'est qu'on déporte simplement la pollution ailleurs. Les salariés des mines sont sous-payés, tandis que le prix des matières premières explose. Et les fabricants en sont dans une logique de volume, mais pas forcément d'allongement de la durée de vie. Clairement, la question à se poser, c'est comment on continue à faire du marketing si on ne regarde pas cette face cachée. Et c'est tout l'enjeu du numérique responsable, remettre du sens là où l'industrie a mis de la vitesse. Le documentaire suivant, c'est The Cleaners de Hans Block et Moritz Rijswijk en 2018. Et c'est probablement aussi l'un des moments les plus marquants de la journée, assez dur à regarder. On découvre celles et ceux qui nettoient Internet et les réseaux sociaux pour qu'on puisse, nous, naviguer finalement sans rien voir. Sauf que ce rien, eux, ils le voient 8 heures par jour. Ce rien, ce sont les horreurs des hommes, la pédocriminalité, les violences en tout genre, le terrorisme, des images de guerre, un passage horrible sur les explications de la décapitation. Ces cleaners sont obligés de regarder les vidéos jusqu'au bout avant de dire next ou delete, à supprimer. Sinon, ce serait considéré comme une faute et seules 3 fautes par mois sont tolérées d'un point de vue suivi qualité. Une personne interviewée a dit « Mon job, c'est un sacrifice. Prévenir l'immoralité des images, c'est mon rôle. » La modération humaine est un rappel brutal. Si un contenu est toxique, la question n'est pas seulement comment le cacher, mais finalement aussi pourquoi existe-t-il. On a l'habitude de scroller pour voir des vidéos drôles, des chats qui se bagarrent avec des chiens, etc. Mais cette vision, elle est limitée grâce à ces cleaners qui travaillent dans l'ombre. Et leurs traumatismes psychologiques sont nombreux et on le comprend malheureusement facilement. Le débat suivant était avec Maxime Cornet et Clément Leludec, qui sont doctorants-chercheurs, qui ont bien précisé toute cette difficulté de milliers de données existantes, des lois différentes entre les pays. En Europe, on a notamment des modérateurs au Portugal, en Espagne, en Irlande, et avec toute cette complexité dans la standardisation de règles. Finalement, peut-on supprimer les contenus haineux en moins de 24 heures quand ils sont diffusés ? C'est impossible à gérer. Comment former ces cleaners aux règles juridiques ? Les modérateurs ne sont pas juges. Ils n'ont pas fait d'études en droit. Et donc, comment faire ensuite la différence entre un contenu à conserver d'un point de vue politique, historique, notamment sur les zones de guerre, et tous les autres horribles à regarder qui doivent être supprimés. Les chaînes d'externalisation sont en cascade et les sous-traitants trop nombreux. Exemple, à Madagascar, ça représente 2% du PIB, 19 000 emplois fixes, 85 000 personnes en freelance, 365 millions de chiffres d'affaires en 2025 pour des salaires de jeunes diplômés à seulement 100 ou 120 euros par mois. Alors certes, l'IA peut amener de l'automatisation, comme le déclare TikTok, avec 90% de modération automatique, mais ils sont rappelés également
que la modération de la data ne concerne pas seulement les GAFAM, mais toutes les entreprises, dès lors qu'il y a un forum, un service client, un blog, et chaque organisation doit respecter les lois du pays et doit aussi fixer ses propres règles de modération. Alors, ce que je vous propose, c'est d'écouter Christophe et Véronique qui se sont exprimés suite à ce documentaire The Cleaners. Alors, sur The Cleaners, c'est un film qui m'a beaucoup ému, et donc encore bravo à l'association Point de Mire, à Bella, pour ce choix éclairé. Et c'est aussi un grand sentiment de révolte, puisqu'en fait on a affaire à une industrie qui est extrêmement consommatrice de main-d'œuvre, qui est l'industrie du numérique, l'industrie des réseaux sociaux, qui prétend effectivement être hyper efficace, mais qui ne l'est absolument pas. Et il y a des personnes qui sont complètement détruites par les réseaux sociaux, puisqu'ils sont obligés de déployer nos contenus pour qu'on puisse effectivement les utiliser. Donc il y a vraiment un sentiment de grande révolte, et voilà, il y a une envie de faire des choses. Moi, j'étais complètement bouleversée, même si déjà je sais pas mal de choses sur l'envers du décor, du numérique. À chaque fois, ça me terrifie, et je me demande dans quel monde, où va notre monde, quoi, ou dans quoi on s'embarque, en fait. On est en train de s'embarquer déjà depuis un moment, certainement, mais là, ça me paraît, c'est vraiment, c'est une dystopie, mais qui est en train de se réaliser. Et je me pose en tant qu'humaine, être humain, et donc avec le rôle de maman, de grand-mère, et j'ai très peur pour la suite, et je me demande dans quel monde vont vivre les générations qui viennent, et peut-être ça sera bien par certains côtés, parce qu'il ne faut pas non plus tout noircir, mais par d'autres, j'ai l'impression qu'au niveau de l'information, de la vérité, où habite la vérité aussi, ça me pose question. C'est un vaste sujet philosophique. Voilà, et c'est Boualem Sansal, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, qui pose cette question. Et donc, voilà, face à certaines affirmations, c'est toujours important de se poser la question d'où elle vient, comment elle est arrivée jusqu'à nous, et par qui elle est proposée aussi, quoi. On comprend facilement l'inquiétude aussi de Véronique, qui évoque la difficulté pour chacun ou pour les jeunes générations de décrypter ce que l'on voit, le vrai du faux, et cette cruauté de l'être humain. Alors après The Cleaners, on a regardé Complicit de Heather White et Lin Zhang, datant de 2017. Et là, on atteint qu'un sujet géopolitique plus large, la dépendance mondiale aux minerais, les assemblages réalisés sur un même continent, majoritairement en Chine, où les indemnisations des maladies liées au travail ne sont possibles que depuis 2024 et pas systématiques dans les entreprises. Les leucémies sont nombreuses en ingérant ou en touchant les substances toxiques. Un ouvrier chinois est intoxiqué toutes les 5 heures. Dans ce documentaire, un jeune de 18 ans indique nettoyer 700 écrans de tablettes ou smartphones par jour, utilisant l'hexane, la substance dérivée du pétrole, qui, utilisée trop souvent, provoque des paralysies du cerveau et l'infertilité. Là-bas, les hôpitaux sont corrompus par les entreprises afin de ne pas diagnostiquer les maladies liées au travail et de ne pas prendre en charge les frais médicaux. La question qu'on se pose, c'est est-ce que l'argent est-il plus important que les vies humaines ? C'est ce qu'on entend aussi dans le film. L'entreprise Foxconn est le lieu de tournage de Complicit, qui a notamment connu de nombreux suicides en 2010. Les droits humains de nouveau bafoués, avec une réelle absence du devoir de vigilance des travailleurs. Ensuite, dans le débat, on a Celia Isoard qui rappelle que toute la chaîne d'exploitation du smartphone est fondée sur une succession de crimes. L'Europe dépend à 90% des minerais chinois, les terres rares. 12 millions de Chinois travaillent dans des conditions précaires, loin de chez eux. La plupart sont des adolescents. 90% des appareils électroniques sont fabriqués en Chine, avec une croissance à 2 chiffres chaque année.
Et un smartphone traverse jusqu'à 70 pays avant d'arriver dans nos mains et fait 4 fois le tour du monde. À la suite de Complicite, le débat s'est tenu entre Agnès Crépet, responsable de l'ingénierie logicielle chez Fairphone, et donc Célia Izoard, journaliste autrice de plusieurs ouvrages, dont La ruée minière au XXIe siècle, enquête sur les métaux à l'ère de la transition. Et Agnès rappelle la différence entre réparer et compenser, le rôle des communautés open source dans l'allongement de la durée de vie, et le besoin de revoir totalement les cycles de production. Une machine peut durer 6 ou 8 ans, pas que 2, et le marché du reconditionné explose, mais attention au greenwashing. Son message, c'est oui, il faut plus de sobriété, mais aussi plus de courage politique. Alors, 4e film de la journée, un des plus touchants. Le sang et la boue de Jean-Gabriel Leno en 2025. Nous sommes en République démocratique du Congo, dans un village proche d'une mine de coltan, entouré de groupes armés, notamment le M23, qui est à la frontière avec le Rwanda. Et nous suivons le quotidien d'un creuseur, de sa famille et d'autres villageois. Et voilà quelques extraits que j'ai pu noter. Nous, au Congo, on a tout. Le soleil, la faune, la flore, pour vivre au paradis. Mais nous vivons en enfer. Le monde moderne ne peut plus se passer de notre coltan. C'est eux qui alimentent la guerre chez nous. Le seul choix, c'est de creuser jusqu'à la mort. Je veux que mes enfants grandissent en ville. S'ils grandissent ici, ils deviendront creuseurs ou prostituées. Ce sont des gens à Londres qui fixent le prix du minerai. Mais pourquoi ? Ça devrait être nous qui produisons 70% du coltan dans le monde qui devraient le fixer. On crée de la richesse pour les smartphones, les ordinateurs, mais on n'en profite pas. Certains ont du sang sur les mains, d'autres ont de la boue sur les mains, mais le monde entier a du coltan dans la poche. Plus de 6 millions de morts depuis les 30 dernières années liés au conflit armé de la gestion des mines dans le pays. On apprend aussi que le kilo du coltan leur rapporte 3000 francs, un peu plus d'€1 ou $1, alors que, issu du coltan, le tantal, lui, est vendu environ $320 le kilo. Alors, écoutons sans surprise 3 témoignages de spectateurs que j'ai interviewés et qui ont voulu parler de ce film en particulier. Donc, il y a le témoignage de Christophe, de nouveau, de Michaela et de Richard. Sur la boue, le sang, j'ai trouvé que c'était autre chose que de lire un journal. On s'attache au personnage, on voit ça couler les méfaits de l'extraction du coltan. Donc effectivement, on voit bien que les familles sont détruites, les vies sont détruites. Et ça touche aux tripes. Donc ça donne pas envie d'aller foncer à la Fnac ou chez Apple pour aller acheter le dernier Apple ou Samsung. Ça, au contraire, ça donne juste envie de se dire est-ce que je pourrais pas finir avec ma vie avec mon smartphone. Oui, alors merci beaucoup. Je pense que c'est extrêmement important d'aborder tous les sujets qui sont liés à la totalité de cycle de vie. On a pu, pendant ces 2 jours, comprendre beaucoup mieux aussi la réalité quotidienne des personnes qui sont directement impactées par les enjeux. Je pense que le film qui m'a particulièrement marqué, c'était surtout le film Le sang et la boue. Ce qui était pour moi impressionnant et aussi étonnant, c'est quand même qu'on a pu accompagner dans la vie vraiment quotidienne la personne qui est impactée tous les jours par tous les enjeux. C'était la perspective aussi très humaine et je pense que ça peut permettre aussi, de comprendre l'importance qui est invisible, je pense, dans notre société, juste les personnes qui achètent, le matériel final. Ce que j'ai aimé, c'est déjà, il y avait une direction photo dans le film qui était magnifique en fait. Ça se passe dans des endroits vraiment magnifiques, donc même dans le film, ils en parlent. C'est le paradis et en même temps, c'est l'enfer, parce que c'est l'enfer de la mine.
Et ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est que ça a été au-delà de l'aspect mine, voilà, les enfants ou les adultes dans la mine. C'est aussi toute la vie autour, c'est-à-dire les femmes qui se prostituent parce que bah, la mine n'en rapporte pas assez. L'école, les enfants à l'école, mais à la fin de l'école, les enfants vont à la mine. Voilà, c'était tout l'auto, toute la vie. Et il n'y avait pas de voix off. Voilà, c'était compté que par les histoires des gens, que par les dialogues des gens. Donc voilà, c'est un film qui m'a à la fois beaucoup plu dans le côté esthétique et aussi beaucoup ému par rapport aux histoires qui s'y passent en fait. Alors, cette première journée s'est terminée avec le spectacle du one-man show d'Audrey Vernon, Comment épouser un milliardaire, où l'humour devient un levier pour faire passer la pilule. Oui, humour, dérision, prise de conscience, ça c'était pour bien terminer cette journée. Le deuxième jour, lui, a commencé avec le documentaire En el nombre del litio, pour comprendre l'économie du lithium en Argentine, film de Tian Cartier et de Martine Longo en 2024. Et là, on suit ici les différentes communautés autochtones qui vivent autour des salines, un triangle de lithium de Bolivie, Argentine et Chili. Et ces communautés sacrifiées au nom de la transition énergétique sont les premières impactées lorsque des grandes entreprises viennent exploiter le lithium et récupèrent l'eau des souterrains au détriment des besoins des populations locales. Le tout pour alimenter les batteries de nos appareils et véhicules électriques. C'est finalement un peu un combat David contre Goliath, précise un des représentants, qui se mobilisent et qui ne perdent pas espoir. Le débat qui a suivi avec Juan Pablo Gutiérrez, activiste et défenseur des peuples autochtones, est évidemment très touchant, politique. Exilé en France depuis 6 ans, voici quelques-uns de ses messages forts. Le progrès en Occident n'est qu'une étape supplémentaire du colonialisme. Et que serait l'Europe s'il n'y avait pas eu le colonialisme de l'Amérique latine et de l'Afrique ? En Colombie, c'est le 2e pays au monde avec le plus de biodiversité. Nous avons 115 communautés différentes et nomades, mais ces 4000 personnes risquent de disparaître. Les mines de charbon à ciel ouvert ont tout détruit sur place. Il faut désormais marcher des kilomètres pour trouver un animal et se nourrir. Avant, on pêchait le poisson dans les rivières pour nourrir nos familles. Maintenant, les rivières sont contaminées. Il faut marcher 14 kilomètres pour rejoindre le village et payer pour acheter le poisson. Suite à la guerre en Ukraine et au blocus avec la Russie, l'augmentation subie en Colombie pour l'exploitation des mines de charbon est de 210%. La parole sans l'action est vide. La révolution culturelle doit avoir lieu pour changer de paradigme avec notre vision de la modernité et repenser le réenchantement du monde. C'est un vrai mélange d'indignation, de volonté de faire autrement, de prendre en compte non pas seulement la richesse des uns, mais d'intégrer toute la chaîne de production, de prendre soin des ressources naturelles, des hommes et femmes qui vivent dans ces régions, de repenser également les nouveaux imaginaires. On a poursuivi avec le film Forged in Silence de China Labor Watch en 2024 et avec quelques extraits de Death by Design, Apple $1 Trillion Betrayal et suivi par le débat avec Mathilde Poussé du collectif Éthique sur l'étiquette. Alors ce film-là se déroule en Indonésie dans une fonderie de production du nickel, 80 000 employés dont 10 000 Chinois. Les casques de couleur déterminent les rôles, blanc manager, jaune ouvrier. Leurs passeports de ces ouvriers chinois sont confisqués en arrivant. Ils ont 2 semaines de congé autorisées après 6 mois de travail, quasi 7 jours sur 7. Ils ne peuvent pas démissionner avant 1 an de contrat de travail. Et s'ils veulent démissionner ensuite, il leur faudra payer l'entreprise 20 000 yuan. C'est l'équivalent de 2 400 €, une somme énorme pour eux. Alors évidemment, les ouvriers ne peuvent pas parler de leurs conditions. Il y a l'interdiction de dénigrer l'entreprise sur les réseaux sociaux, de dévoiler la chaleur insoutenable, les fumées irrespirables qui provoquent des maladies respiratoires. Dans un des extraits, on voit
dans la Silicon Valley, en Californie, ce coup-ci, aux USA, où il y a eu plus de 30 000 cas de cancer du sein, soit 3 ou 4 fois plus que la moyenne, lorsque dans les années 90, les usines d'IBM fabriquaient les ordinateurs et les déchets atterrissaient dans les nappes phréatiques qui sont toujours polluées. D'ailleurs, selon l'EPA, l'assainissement pourrait prendre 300 ans. Mathilde évoque ensuite l'importance des plaidoyers, de la sensibilisation. C'est aussi ce que je fais avec cet épisode, laisser une trace de ces 2 jours, de ces films poignants. Et elle dit, quand quelque chose a un prix bas, quelqu'un en paye le prix quelque part. Il y a une vraie dichotomie entre les pays producteurs et les pays consommateurs. Le documentaire projeté ensuite, c'est celui d'Henri Poulain, Les sacrifiés de l'IA de 2024. On y voit des modérateurs traumatisés aussi par les contenus qu'ils filtrent, des annotateurs sous pression, et puis des salaires dérisoires pour entraîner des modèles vendus des milliards. Et là, autant que je laisse la parole directement au réalisateur pour parler de son film. Depuis maintenant une quinzaine d'années, je travaille sur les coulisses des plateformes, de cette révolution numérique, cette révolution digitale qui a inondé la planète depuis Palo Alto, depuis San Francisco. Et en 2020, j'avais déjà fait une série documentaire pour France Télévisions qui s'appelait Invisibles et travailleurs du clic, qui révélait la présence de dizaines de millions de travailleurs, d'ailleurs des grandes plateformes comme Meta, Facebook, Google et tant d'autres. Et en 2022-2023, lorsqu'on a vu surgir le ChatGPT principalement, et ses IA génératives et généralistes, je me suis demandé s'il n'y avait pas là matière encore à explorer ce que coûte, d'un point de vue social, d'un point de vue humain et d'un point de vue environnemental, l'explosion de ces nouvelles technologies. C'était l'enjeu de cette enquête, le sujet de ce film, Les sacrifiés de l'IA, qui est sorti il y a un peu moins d'1 an maintenant. Le fruit de 3 ans de travail, accompagné par un universitaire qui s'appelle Antonio Casilli, dont c'est le sujet d'études depuis une bonne vingtaine d'années, dans différentes universités en France, mais également en Angleterre, avec également un collectif d'universitaires qui aborde la question sous l'angle sociologique et environnemental. Ce film est, comme certains des films que j'ai pu faire précédemment, c'est un film politique au sens large du terme. C'est un film qui aborde un sujet qui, je pense, doit être au cœur de la vie de la cité, doit être débattu par des citoyennes et des citoyens. Et donc, le film, c'est un point de départ, c'est une prise de conscience. Mais ce qui importe, c'est ce qu'on fait de ce film après, comment certains peuvent s'en emparer, certaines ou certains peuvent s'en emparer. Et dès lors qu'on m'invite à parler, à échanger autour du film, je l'accepte, parce que ce sont des moments importants d'échange. Et le film vit sa vie aussi ainsi, pas simplement dans le fait d'être vu isolément. Il a été diffusé en télévision, il a eu une vie sur le web, mais les projections publiques... Les projections publiques sont des moments intéressants parce que c'est des moments d'échange, de discussion, de conversation après avec le public, et où je peux effectivement intervenir et donner des compléments d'information, mais je peux également écouter des ressentis, et ça me nourrit aussi. Et puis c'est un sujet collectif, et je pense que le collectif naît dans l'instant où on se réunit et on parle d'un sujet commun. Et le dernier documentaire de ces 2 jours portait sur la fin du cycle de vie de nos appareils IT, les déchets électroniques. How E-Waste Poisons Southeast Asia de CNA Insider en 2024. On y apprend notamment que l'Asie du Sud-Est récupère 50% des e-déchets du monde entier, 54 millions de déchets électroniques en 2019, 75 millions estimés en 2030. Les compositions chimiques brûlées à l'air libre contaminent l'air, les sols, les rivières, et notamment avec du mercure, du plomb, de l'arsenic dans l'eau. Et 9 millions de personnes meurent à cause de cette pollution. Et depuis 2018, la Chine a interdit l'importation des déchets électroniques qui sont désormais redirigés vers la Thaïlande et la Malaisie, dont leurs décharges sont saturées. Voilà, 2 jours chargés dans son émotion, mais avant que je vous dévoile ce que je retiens de ces 2 jours, de ces 8 films documentaires, je laisse la parole à Bella Lotto, qui est la présidente de l'association Point de Mire, qui a organisé l'événement, pour nous expliquer pourquoi elle a voulu organiser cet événement. Eh bien, on avait fait déjà une première édition en 2019, si vous vous souvenez bien.
Et en fait, elle était essentiellement basée sur la question de l'environnement, en tout cas l'impact environnemental du numérique. Or, je me suis rendu compte depuis longtemps, je me suis rendu compte et on s'est rendu compte au sein de Point de Mire, qu'en fait, il y avait un sujet qui était extrêmement grave, et important et totalement lié, que c'était absurde de faire des choses séparées. Donc on a voulu remettre ça avec une édition 2 qui était complètement différente, avec notamment concentrée sur les droits humains bafoués dans le domaine du numérique, évidemment. Et qu'est-ce qui a fait choisir ces projections? Ça, c'est plus complexe, c'est une question qui est plus complexe. En tout cas, la réponse, elle est moins simple à donner. Parce qu'en fait, c'est à la fois, ça vient du fait que je fais une veille j'ai une veille très attentive tous les jours sur les trucs qui sortent et tout. Puis il y a très peu de documentaires en fait, sur le sujet du numérique et de ses impacts en général. Et notamment sur les droits humains, alors là, c'est encore pire. Et du coup, il y a certains... donc la sélection, elle a duré parce que j'ai cherché. Parfois, on avait un film qui pointait son nez, qui était fondamental, et qui en fait, par exemple, un film chinois, qu'on n'a pas pu projeter mettre dans la programmation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est interdit. Ils ne peuvent même pas le diffuser. Non seulement ils ne peuvent pas venir, mais en plus, ils ne peuvent même pas le diffuser. C'est totalement interdit parce que c'était effectivement un film qui se passait au sein vraiment d'une entreprise très connue d'électronique, qui assemble des matériaux pour les ordinateurs. Donc du coup, la programmation, on a essayé aussi de mettre en avant des thèmes qui nous semblaient importants. Mais en fait, tous les thèmes sont importants dans les droits humains. Je veux dire, on va pas choisir cette personne plutôt qu'une autre et une cause plutôt qu'une autre. Donc en fait, on s'est vraiment mis sur un rythme aussi assez dense. Avec un format de débat aussi après la projection. Ouais, pour la plupart, pas pour tous les films, mais pour la plupart, il y a effectivement, alors plutôt des échanges ou une mini-conférence ou des échanges, et puis suivi en effet de questions, de remarques, donc d'un débat. Donc pour entrer un petit peu en profondeur, ce qui est quand même le but de ce festival, c'est de rentrer en profondeur dans les sujets à travers les témoignages, et aussi à l'aide de certains experts, ou en tout cas de certaines personnes qui soit ont été sur le terrain journalistiquement, soit qui connaissent vraiment le sujet, comme on a eu 2 jeunes doctorants ce matin, c'était le cas sur les travailleurs du clic ou les attachements. Ouais. Puis ce festival qui pourra être décliné après en région. Mais on a eu 3 demandes aujourd'hui, notamment pour la Suisse et puis 2 autres villes en France. Nous, on a fait des projections en province et tout, mais là, je crois que ça serait intéressant de décliner. Ça, c'est un appel aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent et qui auraient envie de découvrir les projections. Ils peuvent aussi contacter l'association Point de Mire et faire une demande de projection chez eux. D'autant plus qu'on a un programme Numérique en lumière, c'est pas seulement un festival, c'est aussi un programme qui a bénéficié d'ailleurs d'une aide de l'ADEME. Il faut les remercier vraiment parce que en ces jours perdus, c'est difficile. Mais du coup, ce programme Numérique en lumière continue et on propose justement des projections en province et ailleurs, notamment au niveau des entreprises et des collectivités territoriales. C'est un long programme qui peut durer autant qu'on veut s'il y a des amateurs et des personnes qui veulent sensibiliser autour d'eux ou des collectivités qui veulent sensibiliser leurs citoyens et leurs agents et dans les entreprises évidemment, bien sûr. Yes. Appel est lancé. Merci Bella. Merci beaucoup. Ciao. Alors merci Bella, merci à Richard, Henri, Christophe, Véronique, Michaela, Anouk qui ont accepté de prendre le micro et d'évoquer leurs ressentis à brûle-pourpoint, comme ça à chaud, tout de suite après avoir visionné ces différents documentaires. Alors après ces 2 jours d'immersion, eh bien voici ce que je retiens, ou tout du moins ce que j'aimerais vous transmettre. En premier, c'est que le numérique responsable, c'est pas une option. En fait, c'est un devoir stratégique. Quand on parle de souveraineté, de dépendance géopolitique, de pollution, de justice sociale, eh bien finalement tout converge. Comment on peut intégrer cette réalité dans nos stratégies marketing et RSE de nos entreprises ? Et une entreprise qui ignore ces sujets met en danger son modèle économique. Le numérique concerne toutes les entreprises aujourd'hui. Et alors d'autant plus avec l'IA. Et donc elle doit se poser des bonnes questions sur son utilisation. Alors je vous en cite 5 de questions.
Quel est mon parc informatique? Le nombre d'appareils utilisés, en réparation, qui dort dans un placard? Ce parc IT est-il à jour? Le suivi des références, ma date de première utilisation, une réflexion un peu au-delà de juste la fin de l'amortissement financier. Comment puis-je prolonger la durée de vie de mes appareils IT? Réparation, bonne pratique pour que mes collaborateurs en prennent soin, choix des prestataires pour effectuer ces réparations, exemple Ecoder avec mon épisode numéro 49. Et puis si je dois acheter un nouvel ordinateur, un téléphone, il faut avoir le réflexe seconde main, reconditionnement, pensée, réemploi. Et là, c'est aussi l'écho à l'épisode avec Aubin Lefébure de Revalo sur la revalorisation de mon appareil. Et donc, dernière question, quelle éco-conception pour mes solutions numériques? Axe indispensable d'innovation. Chaque développeur devrait être formé sur ce sujet, tout comme les marketeurs devraient être formés à l'analyse du cycle de vie et à l'intégration de tout ce qui se passe en dehors de l'utilisateur ou le consommateur final. Le reconditionner, l'allongement de la durée de vie, la sobriété éditoriale, l'éco-conception, tout ça en fait c'est pas des contraintes, ce sont réellement des différenciateurs, une vraie valeur ajoutée. Alors deuxième point que je retiens, c'est la transition écologique ne doit pas reposer sur de nouvelles formes d'exploitation. On ne peut pas sauver le climat en sacrifiant les populations. C'est vouloir finalement rester aveugle que d'ignorer les femmes et les hommes qui triment dans des pays où les conditions de travail ne sont pas celles de la France ou des pays occidentaux. La prise en compte des droits humains, elle doit être intégrée par chaque acheteur ou par chaque consommateur que nous sommes avant tout nouvel achat ou toute négociation avec des fournisseurs. Un prix juste pour les producteurs, où qu'ils soient au bout de la planète. Et ça, c'est une des actions fortes de Point de Mire, cette volonté d'être attentif aux droits sociaux liés au numérique. Troisième point que je retiens, l'IA doit être pensée comme un système socio-technique. C'est pas seulement une prouesse technologique, mais derrière chaque modèle d'IA, il faut se dire qu'il y a des vies. Et les directions marketing doivent intégrer cette réalité dans leur sélection d'outils, de logiciels, de comment on utilise l'IA aujourd'hui et faire en sorte que ce soit des utilisations raisonnées. Quatrième point, le marketing doit devenir un levier d'éducation et pas de la surconsommation. Et ça, c'est exactement l'esprit de marqueur de mon podcast. Je ne sais pas si c'est ce que vous ressentez à travers les différents épisodes que vous avez pu écouter, mais c'est ce que je veux, c'est remettre du sens, redonner de la valeur, éclairer les angles morts, ce que l'on ne voit pas, et puis pouvoir proposer, inspirer, guider, être dans l'action. Voilà pour ce voyage dans les coulisses de notre monde numérique, de ce monde fascinant, complexe, parfois sombre, mais aussi rempli de solutions, d'acteurs engagés, d'initiatives inspirantes. Et ce festival numérique en lumière m'a aussi rappelé une chose essentielle. Notre rôle à tous, à nous, communicants, marketeurs, dirigeants, c'est de remettre la lumière au bon endroit. Pas forcément sur le produit, pas que sur le slogan, mais sur l'impact. L'impact des ressources humaines, l'impact sur la biodiversité, la faune, la flore, l'impact sur les climats, mais surtout l'impact humain qui se fait en France, en Europe, dans le monde, mais surtout loin de chez nous et qu'on a tendance à ne pas vouloir voir. Alors si cet épisode vous a plu, surtout partagez-le autour de vous. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez aller écouter les autres épisodes de Marqueur dédiés au numérique responsable, à la transformation durable des entreprises ou aux autres épisodes de communication liés au RH, à la conduite du changement ou sur le marketing évidemment. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. J'espère que le sujet abordé vous a inspiré et donné envie de passer à l'action. N'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez évidemment me laisser un message sur LinkedIn ou Instagram en m'indiquant les sujets que vous aimeriez que j'aborde et les invités que vous aimeriez entendre. J'ai besoin de vos likes et abonnements pour faire connaître mon podcast, alors n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager sur les réseaux sociaux. Allez, je vous dis à très vite. Ciao!